On dit qu'une balle, ça se digère mieux quand on a un peu de whisky dans l'estomac. Hein? Monsieur va en prendre un double, comme ça il la sentira même pas passer. Vous pensez avoir vu de mauvais westerns? Imaginez Kirk Douglas, une icône du western, une légende absolue du cinéma, dans des films que même ses plus grands fans font semblant de ne pas connaître. Ou Charles Bronson, le justicier au visage de pierre qui traque un bison blanc mécanique géant dans une sorte de cauchemar sous acide. C'est comme si il nous avait tiré dans le dos. Les années 70 ont été une décennie brutale pour le western américain. Une période où le genre le plus mythique d'Hollywood, en pleine crise de confiance, a littéralement touché le fond. Aujourd'hui, on plonge dans le fond du panier, justement pour classer les 10 pires d'entre eux et comprendre pourquoi, parfois, la légende était vraiment loin, mais très loin de la réalité. Et puis, je suis d'autant plus à l'aise pour animer cette hors-série, car à part quelques exceptions, les années 70, eh bien, c'est la période que j'apprécie le moins dans l'histoire du cinéma. Après son âge d'or, les années 70 marquent une énorme crise d'identité pour le genre. Il faut dire que l'Amérique a changé. La guerre du Vietnam a brisé la confiance en l'autorité, le mouvement des droits civiques a fait voler en éclats les vieux mythes fondateurs et le public en a un peu marre des héros en noir et blanc, le cow-boy solitaire et droit dans ses bottes. Eh bien, ça fait plus vraiment recette. Dans cette vidéo, on va analyser 10 de ces échecs monumentaux. Mon critère est simple, des films mal aimés, oui, mais surtout mal notés par le public et la critique. Et ensuite, quelques argumentations pour vous expliquer qu'il faut passer votre chemin si vous tombez sur ces films. Alors, le voyage dans le désert des navets ne fait que commencer. Je vous rappelle que ce classement est somme toute subjectif. Vous ne serez certainement pas d'accord avec tous les films que je vais vous présenter, mais ça nous permettra de pouvoir en discuter dans vos commentaires. Je commence avec le numéro 10 et on retrouve tout de suite Kirk Douglas dans Dialogue de feu réalisé en 1971. Alors sur le papier, l'idée était géniale. Deux légendes du tir vieillissantes, jouées par Kirk Douglas et le chanteur Johnny Cash, décident de gagner un peu d'argent en organisant un duel à mort devant un public payant. Une satire sur la marchandisation du mythe de l'Ouest qui avait un potentiel énorme. Malheureusement, le résultat est d'un ennui mortel. Le film est incroyablement bavard et son rythme est d'une lenteur à s'endormir debout. Malgré la présence des deux icônes pareilles, l'alchimie ne prend jamais. Les dialogues sonnent faux et l'attention est portée disparue. C'est un western conceptuel qui oublie complètement de rendre son concept intéressant. Une occasion manquée monumentale qui prouve qu'une bonne idée, ça n'a pas suffi. Et pour moi, le plus grand défaut, l'erreur de casting avec un Johnny Cash qui n'a pas sa place ici. Il n'a aucun charisme, alors il est peut-être bon dans la musique, mais dans le genre acteur face à Kirk Douglas, eh bien c'est peine perdue. Ce film est noté 3 sur 5 sur le site Allociné par exemple. Nous passons tout de suite au numéro 9, Barquero 1970. Alors avec Barquero, on sent bien l'influence du western spaghetti, ce qui reviendra souvent d'ailleurs dans les films qui seront présentés aujourd'hui. Mais sans le génie de Sergio Leone, le film met en scène Lee Van Cleef, une icône du genre, oui, mais il le coince dans une histoire de siège hyper violent et pas très subtil. Le scénario oppose des personnages caricaturaux, un farceur bourru contre un mercenaire sadique, dans un affrontement qui se veut épique, mais qui sonne complètement creux. Ce qu'on reproche surtout au film, c'est son recours à la violence gratuite qui ne sert à rien, si ce n'est qu'à essayer désespérément de copier le style italien, sans en comprendre le côté opéra macabre. Le résultat, c'est un western de série B bruyant et confus, qui se prend terriblement au sérieux mais qui manque cruellement de style et d'idées. Un rythme lent où tout le monde est désagréable. Note 3 sur 5.
Le numéro 8, le clan des McMasters, en 70. Alors, à la fin de la guerre de sécession, un soldat noir de l'Union revient au ranch de son ancien maître et hérite de la moitié de la propriété. Et ce qui, évidemment, provoque la haine de ses voisins racistes. Le pitch était audacieux pour l'époque, qui promettait un drame social puissant déguisé en western. Sauf que le film est un désastre, malgré ses bonnes intentions. La réalisation est d'une platitude totale, le scénario est confus et les acteurs ont l'air complètement perdus. Le film se débat avec son sujet sans jamais trouver le bon ton, hésitant maladroitement entre le drame sérieux et le western d'action de bas étage. Le public ne s'y est pas trompé et le film a été vraiment un échec cuisant. L'exemple parfait d'un projet qui avait quelque chose à dire, mais qui ne savait absolument pas comment le faire. 2,9 sur 5. Le numéro 7, un Colt pour 3 salopards, 1971. Là, on monte d'un cran dans la frustration. Le titre original, Annie Calder, et le concept de départ était pourtant en or. Une femme, Annie, voit son mari se faire assassiner et subit un viol collectif par 3 bandits. Anéantie, elle décide de se venger et demande à un chasseur de primes de la former au tir. C'est une héroïne badass incarnée par Raquel Welch en plein dans les années 70. L'idée était ultra puissante, presque révolutionnaire pour le genre. Il n'y a qu'à voir toutes les photos qui circulent, vous verrez que on est dans la suggestion sensuelle, pour ne pas dire sexuelle. Malheureusement, le film est un désastre qui sabote sa propre prémisse. La réalisation de Burt Kennedy est d'une platitude confondante, mais le plus grand crime du film, c'est son incohérence totale. On passe d'une scène de violence traumatisante à des moments où les 3 bandits se comportent comme les frères Dalton dans Lucky Luke. Le film ne choisit jamais entre le drame sombre sur la vengeance et la comédie un peu débile. En gros, un Colt pour 3 salopards avait une balle en or dans son chargeur, mais a complètement raté sa cible. Le résultat est un pétard mouillé qui trahit son potentiel à chaque minute. 2,9 sur 5. Numéro 6. De minuit à 3 heures en 1976. Charles Bronson dans ses grands moments. À cette époque, il est une méga star, le justicier impitoyable de Un justicier dans la ville. Vous connaissez sûrement cette saga. Le public se déplace en masse pour son silence menaçant et son efficacité brutale. Sauf que le réalisateur Frank D. Gilroy veut en faire une comédie satirique à contre-emploi. Bronson y joue Graham Dorsey, un petit truand qui, pour esquiver un braquage mal engagé, se plante pendant 3 heures chez une veuve isolée, jouée par sa propre femme, Jill Harland. À la suite d'un quiproquo, tout le monde le croit mort et il devient une légende de l'Ouest grâce au livre que la veuve écrit sur leur idylle. L'idée de départ est géniale, une satire sur la façon dont on fabrique les mythes, les légendes, mais la réalisation est bancale. Le film jongle maladroitement entre la comédie romantique, la farce et le drame, sans jamais trouver son ton. Et surtout, il commet un péché capital, il n'utilise pas sa star. On passe le film à voir Charles Bronson, l'homme d'action, fuir et se cacher. Forcément, ses fans n'ont pas suivi et le film a été un échec commercial qui a un peu dérouté tout le monde. Avec une note de 2,8 sur 5, c'est pas fameux. Numéro 5, Cactus Jack, 1979, et nous retrouvons notre grand Kirk Douglas. Et nous voilà au fond du trou, celui qui aurait pu être le grand gagnant de ce classement. Le clou dans le cercueil du western, Cactus Jack. Ce film n'est pas juste un mauvais western, c'est une anomalie, une comédie qui provoque des douleurs physiques tellement elle n'est pas drôle. L'idée, c'était de faire une parodie, une sorte d'adaptation live de Bip Bip et le Coyote. Kirk Douglas, la légende absolue, joue Cactus Jack, un bandit totalement incompétent. Il doit voler de l'argent transporté par une femme naïve, jouée par Anne Margaret, et son garde du corps, un bel étranger, incarné par un Arnold Schwarzenegger, débutant et quasi muet. Le souci,
c'est que pour bien parodier un genre, eh bien il faut l'aimer et le comprendre. Or, le réalisateur Hal Needham, un ancien cascadeur, n'a visiblement aucune affection pour le western. Il se contente de recycler des gags les plus usés du cartoon sans aucune finesse. Cactus Jack tend une corde et se fait emporter par son cheval. Il pousse un rocher qui lui retombe dessus. Il peint un faux tunnel sur une paroi. Et voilà, c'est Will Coyote, mais sans le génie comique, sans le rythme et surtout sans aucun charme. Le jeu des acteurs est bien sûr une catastrophe. Voir une icône comme Kirk Douglas se ridiculiser comme ça, en grimaçant dans le vide pour essayer de décrocher un rire, qui ne viendra d'ailleurs jamais, eh bien ça fait mal au cœur. Anne-Margaret est réduite au rôle de potiche et cervelé, et Schwarzenegger, il est là, il est musclé, il porte une tenue ridicule et il sourit bêtement. C'est un casting presque de rêve, mais c'est un cauchemar de film. Numéro 4, Le Bison Blanc, 1977, pourtant réalisé par Jack Lee Thompson, avec encore une fois notre héros taciturne, Charles Bronson. Et là, accrochez-vous bien, parce qu'on entre dans la 4e dimension du n'importe quoi. The White Buffalo est une tentative de croisée entre Moby Dick avec un western, le tout saupoudré d'une ambiance de film d'horreur. Charles Bronson, avec des lunettes de soleil improbables, joue un Wild Bill Hickok hanté par des cauchemars, où il voit un bison blanc monstrueux. Il décide donc de partir à sa recherche pour le tuer. Le problème, le bison en question est une marionnette animatronique absolument ridicule, qui semble tout droit sortie d'un parc d'attractions en faillite. Le scénario est d'une absurdité totale, mélangeant mysticisme amérindien et psychologie de comptoir. Chaque apparition de la créature est un grand moment de rire gênant. C'est un film qui se prend terriblement au sérieux tout en étant profondément grotesque. Un naufrage artistique si spectaculaire qu'il en devient presque fascinant. On arrive au trio de tête et en numéro 3, je nomme La légende de Jesse James de 1972. Le film de La légende de Jesse James souffre d'abord d'un scénario extrêmement pauvre, qui se contente d'empiler des clichés du western sans jamais proposer une vision cohérente du personnage. La réalisation est terne et paresseuse, avec un rythme qui oscille entre lenteur ennuyeuse et scènes d'action mal montées. Les personnages sont caricaturaux, réduits à des fonctions narratives sans psychologie, ce qui rend impossible toute implication émotionnelle. Les acteurs mal dirigés semblent peu concernés, livrant des performances fades ou excessives. La performance de Robert Duvall est généralement considérée comme l'un des aspects les plus déroutants du film. Duvall, pourtant acteur exceptionnel, propose ici une interprétation étrange, presque grotesque, très loin de l'image iconique et charismatique traditionnellement associée à Jesse James. Les décors et costumes manquent de crédibilité et donnent une impression de production fauchée. La musique datée et mal utilisée n'aide jamais à créer la tension. Enfin, le film échoue à saisir la complexité historique ou mythique de Jesse James, offrant une lecture simpliste et sans nuance. Résultat, un western bancal, oubliable et bien frustrant. Pour le numéro 2, je vous ai sélectionné Catlow de 1971. On arrive avec un cas d'école. Catlow, sur le papier, ça avait tout pour plaire. Et oui, un roman de Louis L'Amour, une star iconique comme Yul Brynner, un super second rôle avec Richard Crenna et même Léonard Nimoy, fraîchement débarqué de Star Trek, en tueur à gages impitoyable. Le pitch est simple, un hors-la-loi charmeur est poursuivi sans grande conviction par son ami devenu Marshall, tout en étant lui-même traqué par un assassin. Ça sent l'aventure et le body movie avant l'heure. Sauf que non, le problème majeur de Catlow, comme bien souvent dans ces films mentionnés, c'est le réalisateur, Sam Wanamaker. Il ne sait jamais sur quel pied danser. Le film fait le grand écart permanent entre la comédie légère et le western d'action brutale, sans jamais réussir ni l'un ni l'autre. On a des scènes de vannes complices entre Brynner et Crenna, suivies juste après d'éclats de violence sèche, puis par des gags quasiment parodiques.
Le ton est si incohérent qu'aucune ambiance ne s'installe, et on ne ressent jamais la moindre tension. Techniquement, c'est une compilation de clichés de western spaghetti, je vous l'avais dit, on y revient. Ils ont tous lorgné du côté italo western, americano spaghetti, mais sans l'énergie et l'inventivité de Sergio Leone. La mise en scène est plate, sans une seule idée, comme si le film avait été tourné en pilote automatique. Yul Brynner passe son temps à sourire, un peu trop d'ailleurs. On dirait une pub pour un dentifrice plutôt qu'une lutte pour la survie. À ses côtés, Richard Crenna essaie de rester sérieux, notre colonel Trotman, mais il a juste l'air de jouer dans un autre film. C'est un film qui ne prend juste aucun risque et qui au final ne procure aucune émotion. Et voici notre grand gagnant, le numéro 1. Un film, je pense que vous n'avez jamais entendu parler, et grand bien pour vous, Zacharia, 1971. Alors il n'est même pas noté celui-ci. Le précédent, Catlo, j'ai oublié de donner sa note, et on était sur 2,2, c'est vraiment pas fameux. Ici, c'est le pire du pire. Zacharia, le film qui incarne à lui seul la crise existentielle du western des années 70. Mesdames et messieurs, voici Zacharia, sous-titré le premier western électrique. C'est un western hippie, psychédélique et musical qui tente de séduire la génération Woodstock en remplaçant les hors-la-loi par des groupes de rock. L'histoire suit deux jeunes qui achètent des pistolets par correspondance et deviennent des gunfighters. Le film est un chaos visuel et narratif, un trip sous acide sans queue ni tête. C'est la tentative la plus désespérée et la plus pathétique de rendre le western cool et dans le coup. Le résultat est l'un des objets filmiques non identifiés les plus bizarres et les plus embarrassants jamais produits. Ce film n'est pas seulement le pire western des années 70, c'est le monument à la gloire du genre qui avait complètement perdu la tête. Je finirai par vous dire que vous l'avez reconnu dans ses jeunes années à travers ces quelques clichés, Don Johnson. Miami Vice fera sa gloire, mais ici, c'est juste une calamité. Alors voilà, vous avez eu ce premier top des pires westerns des années 70. Est-ce que ces films ont vraiment ruiné le western à eux seuls? Évidemment, l'expression est un peu forte, le genre était déjà sur le déclin, mais des films comme Cactus, Un Colt pour trois salopards et surtout Cactus Jack, puisqu'ils avaient quand même de belles stars à leur affiche, ont activement pelleté la terre sur leur cercueil. Ils représentent le pire de cette décennie, l'opportunisme, la paresse technique et un manque de respect total pour le public et pour l'héritage du genre. Les genres changeaient dans les années 70 et le western aurait pu capter ces genres avec les drames sociaux qu'on pouvait voir comme Macadam Cowboy par exemple, pour ne citer que lui. Ce ne sont pas des westerns crépusculaires qui ont achevé le western, ce sont des productions bas de gamme, des comédies ratées et ces aventures sans âme qui ont fatigué tout le monde. À force de se voir proposer des films mal faits, mal joués, mal écrits, le public a fini par se lasser. Et c'est à cause de cette accumulation de paresse que le western, autrefois roi d'Hollywood, est devenu une simple curiosité qu'on ne ressuscite plus que de temps en temps. Heureusement, il y a eu aussi de vraies pépites dans les années 70 pour sauver l'honneur. Mais ça, eh bien ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Donnez-moi votre western mal aimé de ces années 70 à votre avis. Et je vous retrouve très rapidement sur On se fait une toile. Sur ce, portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao.